Bonjour, je suis El Hadj Malick Gueye, président du mouvement RAJ. RAJ qui veut dire Retour des Africains à la gloire économique. En wolof dellu ci ngarmi gi. Je vous remercie, monsieur Gning, de m'avoir fait l'honneur de venir à notre siège et de m'interviewer. Je salue au passage vos téléspectateurs. Monsieur Gueye, aujourd'hui, est-ce qu'on peut faire la genèse de votre mouvement et quelles sont les motivations qui vous a poussé à mettre sur pied ce mouvement aujourd'hui? Ouais. Bon, c'est le paradoxe africain qui nous a poussé à créer ce mouvement-là. L'Afrique fait 10 fois l'Europe de l'Ouest. Rien que le Zaïre est plus grande que l'Europe de l'Ouest. L'Afrique détient plus de 2/3 des ressources minérales de toutes sortes du monde et toutes les minerais stratégiques proviennent de l'Afrique. La bombe qui a dévasté Hiroshima et Nagasaki provient, n'est-ce pas, du Zaïre actuel, RD Congo. Mais ce qu'on constate, c'est que l'Afrique est le continent le plus pauvre de la planète. Ceci, c'est absurde. Et puis, on a cherché pourquoi. On a essayé de voir pourquoi. Ceci, pourquoi. Alors, on s'est rendu compte que c'est le contraire qui devait se passer. Parce que l'Afrique, le noir, c'est l'humanité qui est la seule à avoir une histoire. L'Homo sapiens sapiens est né il y a 200 000 ans. Il n'a vécu qu'en Afrique. Et il était noir. Adam et Ève étaient noirs. Donc l'Afrique est le berceau de l'humanité et de la civilisation. Nous étions les prophètes, nous étions les pharaons, nous étions les grands rois, nous avons inventé les mathématiques, nous avons inventé l'agriculture, l'astronomie et tout. Et pourquoi est-ce qu'on est actuellement au dernier plan? C'est ça qui nous a poussé à créer ce mouvement qui s'appelle RAJ pour conscientiser, pour faire revenir notre patrimoine historique, revendiquer ce patrimoine historique, et on n'a plus le droit d'être complexé, on n'a plus le droit d'être derrière. Et ce que nous avons perdu est dû à une falsification de l'histoire qui fait croire aux Africains que l'histoire de l'Afrique commence par l'esclavage et la colonisation, par l'arrivée des Arabes et des Européens. Ça, c'est absurde. C'est pas vrai. L'histoire des Africains noirs est une histoire glorieuse qui a vécu dans la vallée du Nil pendant 9000 ans, 90 siècles, où il n'y avait ni de Blancs, ni d'Arabes, ni de Chinois, ni personne. Les Africains étaient là-bas pendant 9000 ans, 90 siècles, n'est-ce pas, à faire tous les éléments de la civilisation dans laquelle baigne l'humanité à l'heure actuelle. Et ceci, cette conscience de ce fait fera des Africains des hommes fiers et des hommes qui se diront ils ont la chance d'être noirs. Aujourd'hui, si on vous entend très bien, vous êtes toujours dans la logique des grands penseurs à l'image de Cheikh Anta Diop qui ont passé tout le temps à défendre cette idéologie, cette dynamique et tout. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que l'Afrique va devoir faire pour s'imposer? Parce qu'on sait que l'histoire nous a prouvé encore une fois que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Mais tout en étant ce berceau de l'humanité, l'Afrique n'est toujours pas à sa place. Oui, l'Afrique n'est pas à sa place du fait de la falsification de l'histoire. Quand les étrangers sont venus, quand les leucodermes en général sont venus, ils ont pris un chemin. Le dénigrement, l'ignorance, la falsification de l'histoire. Alors, c'est à nous de prendre le chemin contraire pour nous développer. C'est-à-dire faire revenir la vérité, faire revenir le patrimoine historique pour rehausser ce qu'on appelle
l'estime collective des Africains. À l'heure actuelle, l'Afrique est pauvre parce que nous avons une estime collective très pauvre du fait de la falsification de l'histoire, du fait du complexe tout simplement. Aujourd'hui, un vent nouveau est en train de souffler partout en Afrique avec la prise de conscience, les attaques, les débats que les jeunes africains font en Europe, un peu partout dans les réseaux sociaux et tout. Aujourd'hui, comment l'Afrique va devoir s'y prendre pour que ses valeurs ou bien son histoire puissent être pérennisées davantage afin de faire face aux nouveaux dirigeants de ce monde? Oui, ces mouvements de révolte menés par les activistes, c'est des mouvements qui doivent être ordonnés, qui doivent être chargés de sens, qui doivent être chargés d'un but. Il ne suffit pas de se révolter, France dégage, Algérie dégage, Maroc dégage, etc., etc. Ça, c'est des mouvements de révolte, parfois désordonnés et parfois qui ne mènent à rien. C'est un mouvement qui doit être pris en charge par nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui doivent être conscients des aspirations de leur peuple et de prendre un sens positif et mener à bien ces aspirations-là. Parce que c'est des aspirations légitimes, parce que avoir la pauvreté de l'Afrique et tout le potentiel qui existe en Afrique, mais c'est absurde et c'est révoltant. Et croyez-moi, la jeunesse africaine est débordante d'énergie. Et cette énergie-là, si elle n'est pas canalisée, elle peut être source de chaos. Elle peut être source de chaos. Et ça, nos dirigeants doivent être conscients de cela. Bon, c'est peut-être dans ce sens que Macky Sall, lors du dernier sommet des Nations Unies a eu à prendre la parole et à réclamer un siège dans les instances de décision onusien pour que l'Afrique puisse s'exprimer, dire ses besoins et tout. Aujourd'hui, est-ce que vous partagez la pensée ou bien l'acte posé par le président sénégalais et l'actuel président de la CEDEAO? L'actuel président de l'Union africaine, M. Macky Sall, bon, c'est louable ce qu'il est en train de faire. Mais moi, je vois un peu plus loin. Je crois que ces démarches devraient être plutôt paradigmatiques, c'est-à-dire partir des aspirations de notre peuple, partir des intérêts de nos peuples. Parce qu'à l'heure actuelle, on se réfère trop à l'Occident. Parce que l'Occident se trouve être la référence, se trouve être le donneur d'ordre, se trouve être le régulateur mondial. Mais non, il faut remettre ça en cause. Il faut partir de l'Afrique. C'est l'Occident qui doit être dépendant de l'Afrique. Parce que nous avons plus d'histoire que l'Occident, nous avons plus de potentialité que l'Occident, nous avons plus de jeunesse que l'Occident. Donc, c'est l'Occident qui devrait être dépendante de l'Afrique. Pas le contraire. À l'heure actuelle, prêter allégeance, n'est-ce pas, à l'Occident, ça ne fait que nous retarder. Ça ne fait que nous retarder. Regardez, ce qu'on appelle la démocratie en Afrique, pour moi, c'est un cadeau empoisonné. Nous n'avons pas besoin de cette démocratie-là. Nous avons besoin de despotes éclairés. Nous avons besoin de despotes éclairés comme Paul Kagame, comme Thomas Sankara. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de démocratie qui met en péril, n'est-ce pas, qui fait bouillonner tous les 5 ans, n'est-ce pas, nos États-là. Parce qu'à chaque occasion d'élection, c'est la cohésion nationale qui se déchire. C'est la cohésion nationale qui est ébranlée. Ça, nous n'avons pas besoin de ça. Il faut se développer d'abord, avoir une très bonne éducation,
avoir un plateau de santé relevé, n'est-ce pas, etc., etc. Ça, c'est les BAB du développement. C'est les BAB du développement. Et ça, c'est plus prioritaire que les libertés dont on parle. Parce que, regardez par exemple la Libye. La Libye s'est développée avec Kadhafi, un tyran. N'est-ce pas? Aujourd'hui, Paul Kagame, il est en train de faire des miracles. Il n'est pas le modèle de démocratie qu'on parle. Non, on n'a pas besoin de démocratie. Moi, je crois qu'on a besoin de despotes éclairés qui partent de ses aspirations, de son peuple, des potentialités de son terroir pour, n'est-ce pas, amener un développement. Voilà. Aujourd'hui, vous parlez de despotes éclairés, c'est à l'image du Mali, de la Guinée et peut-être même dans d'autres pays en Afrique. Aujourd'hui, pensez-vous que pour que l'Afrique puisse se faire comme il se doit, il faudrait qu'il y ait ces gens de gouvernants qui exigent et qui coupent le cordon ombilical lié avec l'Occident, en particulier la France? Effectivement, c'est-à-dire que bon, on a besoin de relations plus saines avec la France. On n'a pas besoin de couper de relations avec qui que ce soit, mais on a besoin de relations plus saines qu'avec la France. Et la France devrait être considérée comme un pays à part entière et pas une métropole, pas un colon ni rien du tout. Il doit être considéré comme un autre pays potentiel partenaire. Et puis c'est tout. Ce qui se passe, n'est-ce pas, dans la sous-région là, au Mali, en Guinée. Mais écoutez, Assimi Goïta, il est en train de faire des choses extraordinaires. Parce que il part de choses paradigmatiques, c'est-à-dire qu'il part des réalités de son pays, des aspirations de son pays pour faire des choses. Regardez ce qui se passe, n'est-ce pas, en Guinée, avec le colonel Doumbia. Mais en 3 mois, n'est-ce pas, il est en train de récupérer, il perçoit, n'est-ce pas, ce qu'il aurait dû perçu pendant 1 an, n'est-ce pas, sur ces mines. Donc, et pourtant, rien n'est encore fait parce qu'il n'a rien changé. Il n'a fait qu'effleurer un petit changement. Actuellement, ce qui se passe en Guinée et ce qui se passe dans toute l'Afrique, c'est ahurissant. Les Guinéens ne savent pas combien de tonnes de bauxite est exporté en Guinée. Ce sont des Chinois qui prennent des bateaux, qui les amènent, et une fois, n'est-ce pas, en Chine, ils déclarent que bon, ils ont pris tant de tonnes et ils ont pris tant de, c'est la telle qualité. Mais c'est Pascal Lissouba, président en exercice du Congo, disait que nous ne savons pas combien de tonnes de pétrole les Occidentaux sont en train de prendre. Parce que ils n'ont pas mis les moyens pour contrôler. Personne ne te dira combien de tonnes de zircon les Sénégalais sont en train de prendre, d'exporter. Parce que il y a ce qu'on appelle la métrologie, les sciences de la mesure. Actuellement, il y a un seul bureau, un petit bureau de métrologie au Sénégal, qui est incapable, n'est-ce pas, de sillonner toutes les mines du Sénégal pour savoir ce qui se passe. Non, soyons sérieux. Partons de choses réelles, de l'existant, et changeons de paradigme. Changeons de paradigme. Nous avons les ressources humaines capables de gérer ça. Mais il faut des volontés politiques. C'est fondamental. Ce sont ces volontés politiques même qui font défaut. Aujourd'hui, on parle de l'or qui est à $100, on parle de bauxite, d'uranium au Sénégal et tout. Aujourd'hui, comment vous appréciez-vous ces investigations que l'Occident, à travers Petrotim ou bien les autres unités européennes sont en train de faire ici au Sénégal dans le but d'extraire le pétrole? Comment voyez-vous cette situation?
Mais c'est catastrophique, hein, parce que j'ai entendu l'autre jour à la télévision que les recettes pétrolières, minières et toutes sortes du Sénégal s'élèvent à 161 milliards de francs CFA. 161 milliards. Mais tenez-vous bien, une tonne d'or, ça coûte 38 milliards. 38 à 45 milliards de francs CFA. Une tonne d'or. Alors, mais comment se fait-il que ce qu'on reçoit sur le pétrole, sur les mines, hein, les zircons, les phosphates, tout ça, le bauxite et tout ça, bon, le Sénégal ne détient pas encore de bauxite, mais tout ça, ça ne représente que 161 milliards. C'est ahurissant. Ça fait frissonner, hein, comme le disait l'autre. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Donc, moi, je crois que il nous faut une révolution, une véritable révolution. Parce que ce qui se passe en Afrique est inacceptable. Est inacceptable. Et que tant que des gens comme moi, comme d'autres, dénonceront des choses, ça va inciter une révolte incontrôlable et incontrôlée. Et ça, c'est dangereux. Moi, je crois que les autorités devraient, n'est-ce pas, prendre conscience de cela et essayer de rectifier le tir. Il faut pas... Bon, il faut couper le cordon ombilical avec l'Occident. L'Occident, c'est notre référence, certes, mais il faut couper le cordon ombilical avec l'Occident, aussi brutal qu'il soit. Parce que les gens se disent que, bon, si vous coupez le cordon ombilical, bon, ce sera brutal, etc., etc. Mais un enfant qu'on annonce de sevrer a toujours peur. Mais il faut couper le cordon ombilical avec l'Occident. Ça, c'est fondamental. Sinon, l'exploitation sera pérenne. On parle d'exploitation, certes, l'exploitation sera pérenne. Aujourd'hui, avec le contexte socio-économique et tout ça qui se pose, on voit que la Russie est en train de gagner du terrain. Aujourd'hui, nous sommes toujours pas dans ce qu'on appelle le système du néocolonialisme et tout. Bon, la Russie qui vient, moi je ne vois pas ça d'un bon oeil, parce que c'est changer de maître. Hein. C'est pas des missionnaires, la Russie. C'est encore moins... C'est pas des missionnaires. Ils viennent, ils signent des contrats léoniens, en contrepartie comment dirais-je, une protection. Une protection. Non. Il nous faut avoir ce que j'ai dit dans mon livre, la religion que les Africains devraient épouser pour dominer le monde. Il nous faut une puissance. Une puissance. Sinon, nous ne serons pas capables de nous défendre. La volonté de puissance est inévitable. Et la volonté de puissance passe par une estime de soi, par une estime collective. Et ça, nous avons besoin de propagande. Pas de programme, mais de propagande. Toutes les sociétés du monde utilisent la propagande. La Chine utilise la propagande. L'Europe utilise la propagande. Il nous faut prendre le chemin contraire qui nous a anéantis, qui nous a fait des moins que rien pour se hisser au même niveau que les autres, voire plus. Mais il nous faut des propagandes. Faire des films. Moi, je disais que si les États africains s'initiaient pour faire un méga film sur Ramsès II, un homme qui a régné 63 ans sur l'humanité, hein, arrivé au pouvoir à 20 ans, mort à 83 ans, tous les Africains seraient fiers. Un méga film sur Ramsès II, un méga film sur Toutankhamon, un méga film
sur Akhenaton. C'est ça dont on a besoin. Mais ce qu'on nous montre, des pharaons blancs, des pharaons arabes, dans nos télévisions, n'est-ce pas? Les Arabes ont volé nos patrimoines culturels, nos patrimoines historiques. Hein? Ils se permettent de s'appeler pharaons. Il n'a jamais existé de pharaon blanc. Mais les journalistes, vous appelez Salah le petit pharaon. Man, ça me fait honte, ça. Les Égyptiens ne sont pas les blancs égyptiens ne sont pas des pharaons. Bien que leur équipe nationale s'appelle pharaon. Mais ils ont volé. Ils ne peuvent pas appeler pharaon. Donc, il nous faut, vous, les journalistes, refuser cela. N'appelez pas les Égyptiens pharaons. N'appelez pas les Tunisiens carthagiens, les aigles du Carthage. C'est pas vrai. Les Carthagiens, c'était des Noirs. Hannibal Barcal était un Noir. Alors, les Carthagiens qui ont laissé ça les ruines du Carthage, qui fait la fierté, n'est-ce pas, de la Tunisie à l'heure actuelle, c'était des Noirs, n'est-ce pas? Les Maorais, les Mauritaniens étaient des Noirs. Ils ont civilisé les Gaulois. Alors, mais ça, il faut qu'on soit conscient de cela pour ramener notre patrimoine historique, notre fierté historique. Sans quoi l'exploitation sera pérenne. L'exploitation sera pérenne aujourd'hui avec le système éducatif qu'on a pour former nos enfants, nos frères et nos jeunes frères. Aujourd'hui, il est important de pouvoir redistribuer les cartes tout en enseignant la vraie histoire aux Sénégalais, la vraie histoire aux Africains, pour qu'ils puissent savoir que demain, c'est à leur tour de fixer les règles et non de suivre les règles déjà destinées pour eux. C'est notre tour tous les jours. Les Noirs continuent de façonner le monde. Les Noirs continuent d'écrire l'histoire. Les plus grandes inventions sont nègres. Cheikh Modibo Diarra, le Malien, l'astrophysicien, le Malien, avec la mission sur Mars, le Pathfinder là, il était le manager en chef de l'automatisme de cette. Alors, la lampe électrique a été inventée pas par Edison, mais par un noir, un nègre. N'est-ce pas? Le placement, l'opération du cœur, n'est-ce pas? Toutes les inventions sur l'ordinateur, le système informatique, les mathématiques informatiques est inventé depuis plusieurs millénaires avec l'os d'Ishango, n'est-ce pas? Alors, la vérité est que le noir continue de façonner le monde. Il n'y a qu'à voir le hip-hop, les inventions des danses, des musiques, le sport. Nous sommes les meilleurs, n'est-ce pas? L'homme noir, l'homme, comme le début, Dieu a créé l'homme noir et lui a donné toutes les potentialités d'inventer ce monde. Nous continuons d'inventer le monde, n'est-ce pas? C'est cette page blanche de notre humanité qui a commencé avec l'arrivée des locodermes en Afrique et jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à nous débarrasser de cela, qu'il est à noircir de faits, de réalités, d'histoire, n'est-ce pas? Ça, c'est à nos dirigeants de prendre conscience de cela. L'éducation, il faut changer de paradigme, il faut changer. Senghor disait déjà que nous devons enseigner nos langues nationales. Mais pourquoi on ne le fait pas? C'est le complexe. C'est le complexe tout simplement qu'on ne change pas le système éducatif au Sénégal, en Afrique en général. Voilà, c'est ce complexe. Maintenant, aujourd'hui, ce complexe est en train de s'effriter. Davantage. Mais pour pouvoir renforcer cet effritement, comment devons-nous s'y prendre? Oui, on a l'impression que ce complexe est en train de s'effriter. Avec les activistes, avec beaucoup de gens qui se disent ne sont pas complexés. Mais le complexe, c'est un phénomène naturel. Vous savez que le cerveau humain reçoit plus de 60 000 pensées par jour. Et ces 60 000 pensées sont filtrées par le subconscient et stockées. L'intellect qui vous dit que moi, je ne suis pas complexé, je ne suis pas ceci ou cela. Mais à l'heure actuelle, la référence est blanche, même chez toi, même chez moi.
Même chez nos présidents, ils se disent, ils ne sont pas complexés parce que c'est l'intellect qui parle, mais le subconscient est profondément complexé. Mais il faut prendre le chemin contraire, c'est-à-dire ce que j'appelle pas les programmes, mais les propagandes. Faire des films. Écoutez, l'Occident t'offre avec l'Union européenne le film Kérékou. Mais Kérékou, c'est quoi? C'est un système de dénigrement qui montre des hommes nus, très trucs. Et puis on prend nos vedettes nationales, les Youssou Ndour, les Kofi Olomide, qui chantent dans cette caricature, n'est-ce pas? Au même moment, le japonais, il fait des mangas avec des drones, avec des trucs très sophistiqués. Mais c'est ça le dénigrement. C'est ça le dénigrement. Donc, et ça n'agit pas sur l'intellect. Parce que l'intellect va dire, bon, ça c'est pas vrai, ça va pas me... Mais le subconscient qui emmagasine les 60 000 pensées, lui, il est complexé. Il fait complexer ton enfant. Et qu'est-ce qu'on pense? Mais regardez ce qui se passe avec l'annonce de l'avènement de notre gaz là. Mais le dirigeant, il dit quoi? Il dit que voilà, nous allons pouvoir vendre à l'Europe pour que résoudre son problème avec l'Ukraine. Mais pas penser que à côté de nous, il y a le deuxième producteur de bauxite au monde et la première réserve mondiale, n'est-ce pas? Appeler les Guinéens en tant qu'Africains, on crée un méga, n'est-ce pas, usine à Kédougou ou bien à Bogué, n'est-ce pas? Tu fournis, n'est-ce pas, le gaz, il fournit la bauxite, on fait, n'est-ce pas, une très grande usine d'aluminium et on dirige le monde. C'est très simple ça. Mais il faut changer de paradigme. Quelle technologie? Mais nos étudiants sont les meilleurs à MIT. Nos étudiants sont les meilleurs à la Sorbonne. Nos étudiants... Mais non, quelle technologie? Je vous ai parlé tout de suite de Cheikh Mody Badiara. Bien sûr, mais on parle aussi des fuites de mémoire et tout ce qui est... Mais des fuites de mémoire, s'il n'y a pas de travail ici, s'il n'y a pas de dirigeants assez conséquents pour faire des décisions paradigmatiques, mais ils restent en Europe. Ils ne vont pas venir ici chômer. C'est ça le problème. Voilà. Maintenant, qui peut porter cet appel afin qu'il rejoigne le berceau de l'humanité pour pouvoir le développer comme vous? Appeler qui? Ces enfants africains qui font le bonheur et le beau jour en Europe, en Amérique. Mais des despotes éclairés. Ouais, des despotes éclairés. Nous avons besoin de despotes éclairés. Si Macky Sall devait rester 20 ans au pouvoir et qu'il se débarrasse de sa famille, qu'il se débarrasse de ses intérêts ethniques ou bien de ses intérêts crypto-personnels, n'est-ce pas? Moi, je suis votant pour qu'il reste 20 ans au pouvoir. On n'a pas besoin de démocratie. Sinon, on a besoin, par exemple, de quelqu'un d'autre qui s'appelle Sonko ou autre chose, mais qu'il vienne ici, qu'il mette les choses sur les rails. Et c'est ça. Effectivement, vous venez au dernier point de notre entretien, vous venez de mentionner le nom de Sonko. Sonko, c'est Sénégalais qui fait rêver, je ne dis pas les Sénégalais, mais l'Afrique entière. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut se mirer en lui? Oui, on peut se mirer en lui parce que, bon, jusqu'à présent, si c'est discours, moi je vois un homme déterminé, un homme assez conséquent, un homme assez pride, assez, comment dirais-je, non, assez pride, assez fier, n'est-ce pas, qui a élevé un peu son estime de soi, mais c'est pas un président qui développe, c'est le catalyseur certes, mais c'est tout le peuple qui développe un pays. Habib Bourguiba n'était pas plus intelligent que Senghor. Ben Ali n'était pas plus intelligent que Abdoulaye Wade, mais que Abdou Diouf. Mais tous les agrégats économiques montrent que la Tunisie est plus développée que le Sénégal. Qu'est-ce qui s'est passé?
une fierté collective, une estime de soi collective. Et ça, il nous faut une propagande fondamentale. Moi, si j'avais à conseiller un président de la République, je leur dirais d'instaurer un ministère qui va gérer uniquement la propagande. Un ministère du discernement qui va gérer la propagande, qui va inclure des chefs religieux, qui va inclure les chefs coutumiers, qui va inclure tous ces gens-là et qui vont voir que l'intérêt national. C'est ça, un ministère du discernement. C'est ça qui est fondamental, qui vont faire des propagandes pour influencer la jeunesse dans le travail, pour influencer la jeunesse dans l'éducation, pour influencer la jeunesse dans la fierté. Parce que ce qui se passe avec nos ministères-là, mais ce n'est que la corruption. C'est la corruption. Mais un homme fier ne peut pas être corrompu. C'est ça qui est fondamental. Voilà, nous sommes pratiquement finis. Aujourd'hui, il faudrait pratiquement pas des solutions draconiennes, des solutions définitives, mais des solutions pérennes. Maintenant, ces solutions avec la jeunesse. Comment formater ces jeunesses qui, aujourd'hui, commencent à voir clair dans le jeu de l'Occident. Maintenant, comment faire pour pérenniser cette prise de conscience collective venant partout en Afrique et particulièrement au Sénégal? Il nous faut avoir des solutions paradigmatiques. Regardez ces jeunesses-là. Moi, j'habite à côté de la mer, mais les vacances, j'ai peur. Ces jeunes, des milliers et des milliers qui passent tous les jours, qui n'ont qu'une ambition, partir, qui n'ont aucun espoir sur leur pays. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. Dans 5 ans, de logement, de travail, etc., etc. Mais l'Afrique a tout. Nous avons tout. Mais il nous faut des propagandistes. Faire en sorte que ce jeune pense comme le jeune chinois. Le jeune chinois, quand il dit que je vais conquérir le monde, il a des bases. Il se dit que nous avons créé la muraille de Chine. Nous avons créé, n'est-ce pas, la route de la soie. Mais ce jeune que tu rencontres dans la rue, qui est en train d'insulter tout le temps, qu'est-ce qu'il va se dire? Nous avons été des esclaves, nous avons été colonisés, nous avons été dénigrés. Non! Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que ce jeune-là puisse dire que nous avons civilisé l'Occident. Avec Hannibal Barca, nous avons conquis, n'est-ce pas, l'Occident. Nous avons colonisé Athènes. Il y a un livre d'un Américain, Black Athena, qui raconte, n'est-ce pas, la colonisation des Noirs sur l'Occident. Ces jeunes, qu'ils disent que les Maoris, les Mauritaniens, encore noirs, à l'époque, ont colonisé la Gaule, les Gaulois, n'est-ce pas? Ont civilisé les Gaulois. Ces jeunes-là qui peut dire que pendant plus de 3000 ans, nous avons mis en esclavage les Arabes et les Européens. Nous avons construit les pyramides. Tous les obélisques du monde viennent de l'Afrique, n'est-ce pas, de la vallée du Nil, entre l'Éthiopie, le Soudan et actuelle Égypte, qui s'appelait Kemet. Kemet qui veut dire Khemet, qui veut dire noir, le peuple des Noirs. Les Noirs étaient tellement fiers que, n'est-ce pas, tout leur pays, ils les appelaient le peuple noir, les pays des Noirs, n'est-ce pas, le Soudan qui s'appelait le Khush, n'est-ce pas, peuple noir. L'Éthiopie, littéralement, veut dire le peuple des Noirs. Tripoli veut dire le peuple des Noirs, n'est-ce pas? Tripoli, donc, c'est ça.
qui va rendre fier, qui va rehausser notre estime collective. Et quelqu'un qui n'a pas cette estime collective ne peut pas avoir une volonté de puissance. Parce que les djihadistes qui sont en train de détruire l'Afrique, n'est-ce pas, ils ne sont pas plus forts que nos militaires. Mais ces djihadistes-là ont une volonté de puissance. Ont une volonté de puissance. Alors que les militaires, certains militaires n'ont plus cette volonté de puissance. Cette volonté de puissance, c'est cette volonté de puissance qui gagne des guerres. Pas autre chose, ce n'est pas les armes. Donc il nous faut des propagandes pour rehausser notre volonté de puissance, pour rehausser parce qu'on extériorise, on exprime extérieurement ce qu'on a dans l'âme, ce qu'on a dans le subconscient. Si dans le subconscient on te dit que tu n'es bon que pour l'esclavage, tu n'es bon que pour la colonisation, le néocolonialisme, mais tu vas exprimer ça, cette jeunesse est en train d'exprimer ça. Mais si on fait le chemin contraire qu'ont fait les Arabes, qu'ont fait les Européens, tout va changer. Parce que nous avons un potentiel extraordinaire. Monsieur Gueye, on est au terme de notre émission. Je sais que si on continue, il y a toujours des choses à dire et à redire. Merci. Mais pour cette fois-ci, on va se limiter à ça. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur d'autres projets, sur d'autres sujets beaucoup plus brûlants. Et sur ce, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie vraiment de m'avoir donné l'occasion par votre plateforme de m'exprimer. J'ai besoin de parler aux Africains, les Noirs africains. Nous avons tout. Nous avons tout. Ce qui nous manque, c'est notre estime collective. C'est tout. Si une fois cette estime collective, ce patrimoine historique, n'est-ce pas, tant décrit par Cheikh Anta Diop, Oumou Toundé, d'autres, même des Blancs. Les Blancs sont plus actifs à l'heure actuelle que nos dirigeants, n'est-ce pas, dans la recherche pour le patrimoine. Parce qu'il y a ce qu'on appelle Return to Glory, que Joel Freeman a écrit, que Joel Freeman a écrit, n'est-ce pas, un Américain, Black Athena, et d'autres choses qui vous montrent que l'Afrique a été toujours dominant vis-à-vis de l'Occident, vis-à-vis des locodermes en général. Les Noirs sont toujours dominants vis-à-vis des locodermes. Et ça, dans une période beaucoup plus longue. L'esclavage, bon, des Occidentaux aussi, on parle de 300 ans. Là-bas, on parle de 5000 ans. Alors, ça, il nous faut ce retour à la gloire-là. Donc, sinon, moi, je crois que je serai un peu pessimiste. Merci. Merci, c'est gentil.